Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. 18h15, on se retrouve en direct sur CNews et sur Europe 1 dans Punchline. Tout de suite, direction Kiev, où plusieurs bombardements ont retenti ce matin. On va écouter le témoignage d'Andrei Bibikov. Il habite dans le centre de la capitale ukrainienne. Il a 40 ans. Il a vu passer 2 missiles. Il a entendu plusieurs explosions. Il a été joint pour Europe 1 par Thibaut Hu. Écoutez-le. Dès que j'ai entré dans le bureau, il y avait une sirène. On est descendu et j'ai vu 2 missiles qui passaient sur nos têtes. Et j'ai entendu 3 explosions passer au centre de la ville, pas loin de chez mes parents. Et il y avait beaucoup de morts et même un de mes anciens collègues, il a reçu certaines blessures. Ça fait peur parce qu'ils peuvent toucher le bâtiment où j'habite. Maintenant, je reviens chez moi pour récupérer les documents et certaines affaires et je vais quitter la ville. Voilà, quitter la ville, Louis de Ragnel, c'est désormais une cible potentielle à nouveau, la capitale ukrainienne et toutes les autres villes qui ont été frappées par la Russie. Oui, alors pour l'instant, ça a été une cible aujourd'hui en réaction à la frappe, à l'attentat qui a fortement endommagé le pont qui relie la Crimée à l'Ukraine. Mais on ne sait absolument pas si Vladimir Poutine a l'intention de frapper Kiev plus tard ou d'autres villes. Voilà, pour l'instant, c'est une riposte. Le deuxième élément qui est important quand même, c'est aussi ce qui s'est passé du côté de la Biélorussie avec le président biélorusse qui jusqu'à aujourd'hui n'a jamais voulu entrer dans ce conflit-là et qui a annoncé comme ce matin mobiliser ses troupes aux côtés des troupes russes pour servir en quelque sorte de supplétif à l'armée russe. Ça, c'est et une là, pour le coup, ça veut dire quelque chose. Général Clermont, ça veut dire qu'on même se si l'armée mobilise de tous les côtés. qualité, que c'est une armée de mais mauvais ça niveau, montre aussi les faiblesses de l'armée russe. Ça veut dire aussi que l'Ukraine est encerclée objectivement, à part sur son flanc, son flanc ouest, mais elle a la Biélorussie au nord, elle est entourée par la Russie. Et d'ailleurs, tous les 83 missiles qui sont partis, il y en a une partie qui est partie de Biélorussie, une partie qui est partie de Crimée, une partie qui est partie de Russie. En fait, les Russes ont tout un dispositif qui encercle l'Ukraine. Et une des difficultés pour les Ukrainiens, c'est qu'ils n'ont pas la capacité ou l'autorisation, peut-être, d'aller frapper les positions russes qui les bombardent en Biélorussie et à la frontière de la Russie. Les terrains d'aviation russes, d'où décollent les bombardiers stratégiques qui vont tirer ces missiles longue portée, ils sont à 150 nautiques de la frontière. Ils sont pas loin. Ils pourraient faire un raid avec leur aviation. Donc, ils ne le font pas. Et même à partir de la Crimée, ils ont dû avoir des tirs de missiles à partir de la Crimée. Patrick Martin-Genier, sur cette réponse. Oui, évidemment, on dit que l'armée russe est bien affaiblie et évidemment, elle n'arrive pas à tenir un terrain. On a vu que la semaine dernière, depuis un mois à peu près, donc l'armée ukrainienne avait récupéré 2500 km² et uniquement 800 km la semaine dernière. Donc c'est une progression très importante. Mais on voit également que du côté de Bakhmout, il y a de la résistance et que les Russes tentent de regagner du terrain. Mais je parle sous le contrôle du général, mais il est vrai qu'ils ont peur, ils n'ont pas la possibilité de tenir une région et donc leur seule possibilité, c'est de bombarder, c'est de pratiquer la politique de la terreur. Et on le voit bien aujourd'hui, s'ils avaient la possibilité de tenir les régions, elles y seraient, mais en plus de cela, les gouverneurs autoproclamés sont eux-mêmes en danger. On a bien vu des policiers pro-russes se faire assassiner, donc ils n'arrivent pas à tenir. Je dirais que c'est la même problématique pour les Ukrainiens. Ils avancent, mais eux-mêmes vont avoir des grandes difficultés à tenir les places qu'ils reconquièrent, et donc c'est aussi ça la principale difficulté aujourd'hui. Général Clermont, vous voulez rajouter quelque chose? Je trouve que il y a une espèce de calendrier un peu pas étonnant finalement entre cette représaille, cette journée de représailles qui peut peut-être se reproduire demain et après-demain, et la nomination du nouveau chef des opérations spéciales, qui est le général Sergueï Sourovikine, parce que Sourovikine, il vient du théâtre syrien, et au théâtre syrien, c'était à peu près la tactique qu'il pratiquait, c'est-à-dire envoyer des missiles longue portée sur les villes de Syrie, les civils de Syrie. Donc on a l'impression que c'est pas le fait du hasard que ce soit ce général à la tête de l'opération en ce moment, et il répond parféquement aux objectifs que cherche Vladimir Poutine. Est-ce que ça changerait quelque chose? Patrick Martin, on n'en sait rien. Parce que face à une armée complètement démoralisée, qui manque d'équipement, défaillance, il y a même des mutineries. De l'attaque des missiles. Donc c'est certain. Non, attaque de missiles, mais on voit bien que la nomination de ce général,
général qui est connu par ailleurs pour être un boucher avec un canif, ça fait pas grand-chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je ne sais pas si ça va retourner les rapports de force sur le Alors, terrain. Général Clermont veut réagir. Attendez. Général Clermont, boucher avec Général un Clermont. canif. Et après, C'est un peu là où c'est un Général Clermont, à vous. caricature. Le canif, c'est 500 avions de combat et 100 bombardiers stratégiques et des centaines, voire des milliers de missiles. Ils arrivent à mobiliser de nouveau. Non, mais là, le canif, il n'a pas besoin de mobiliser pour tirer des missiles longue portée, puisque vous en avez tiré 83 aujourd'hui, il n'a toujours pas mobilisé. Il peut en tirer encore 83 demain. Il peut pratiquer la terreur, ça je nie pas. Non, mais c'est pas qu'il peut la pratiquer, c'est qu'il l'a fait depuis 8 mois. Alors, Louis, et ensuite Vincent. Non, mais je suis assez d'accord avec ce que vous dites. Louis Dragnel. N'enterrons pas non plus trop vite l'armée russe. Alors, elle a plein de défauts. On les a expliqués en long, en large et en travers. Les problèmes logistiques, les problèmes d'organisation et de commandement. Mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, la Russie est encore présente en Ukraine et qu'elle défend ses positions. Et qu'elle n'est pas chassée comme ça en un claquement de doigts. Elle ne défend pas parce qu'elle est obligée de reculer. Oui, non mais je suis d'accord, je suis pas là en train de dire qui a raison et qui a tort. Simplement, l'armée ukrainienne n'a pas fait de l'armée russe une bouchée de pain et l'a pas expulsée de son territoire. Ça fait quand même maintenant plus de 7 mois que ça dure. C'est compliqué et parfois il y a des moments où il y a des contre-offensives qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas. Pendant des mois, on a expliqué la débâcle de l'armée russe et puis finalement, souvenez-vous, c'était en septembre, l'armée russe a réussi à accroître son emprise territoriale en Ukraine avant finalement de reculer. La guerre, c'est quand même, il y a beaucoup de va-et-vient. Moi, je suis toujours et beaucoup d'imprévus. Je suis très prudent. Écoutez, moi, je pense que l'armée russe est en très, 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 très grande difficulté. Non, mais voilà. Alors, pourquoi mais elle est toujours présente. Donner quelques raisons très simples, c'est que ce n'est pas une armée russe, c'est plusieurs armées russes. C'est-à-dire qu'il y a des conscrits, il y a des Wagner, il y a des Tchétchènes, des parachutistes, il y a des professionnels, et puis il y en a qui n'ont jamais fait la guerre. Ensuite, il y a donc premier point, donc elle n'est pas commandée, elle n'est pas uniforme. Et deuxième point, la deuxième guerre de Tchétchénie, les Tchétchènes, ils étaient 22 000, et Poutine a engagé 140 000 hommes pour un territoire qui fait 15 000 km². Combien elle fait l'Ukraine? Elle fait 500 000, 550 000, 600 000 km². Donc on sait très bien qu'il manque d'hommes. Donc il manque d'hommes. L'armée est désorganisée. Il recule parce que en fait l'Ukraine c'est le contraire. Donc il leur reste quoi? Les missiles. Et là, des missiles, on ne sait pas combien il y en a, mais visiblement il y en a encore beaucoup. Alors Vincent Hervouet, je vous vois écouter ce débat avec beaucoup d'intérêt. Non, le général Clermont, comme tous les officiers français, il est déçu parce qu'à l'épreuve du feu, l'armée russe n'est pas à la hauteur de ce qu'il craignait quand il faisait l'école de guerre. Mais la vérité, c'est que le général Sourovikine c'est un choix intéressant parce que c'est l'homme qui a monté la police militaire. Et il va se retrouver effectivement avec des effectifs qui n'auront pas forcément tellement le cœur au ventre et l'envie de se battre. Et la discipline, il va falloir l'imposer dans cette armée qui est brinque-ballante. Alors, elle est en grande difficulté, tout le monde est d'accord. Mais c'est une constante aussi de l'armée russe. Je vous rappelle que quand même Napoléon est allé jusqu'à Moscou, la Wehrmacht est allée jusqu'à Moscou, avant que l'effet de masse, avant que l'espèce de réveil ne se constitue. Il y a de la réserve côté russe, faut pas enterrer l'ours avant de l'avoir tué. Et s'il faut le tuer, faut pas s'attendre à ce qu'il ne se débatte pas. Et donc, la volée de missiles d'aujourd'hui, après l'attentat, c'est une attaque légitime, ça, d'une manière. Le pont de Crimée. Mais bon, c'est une voiture, c'est un camion piégé visiblement qui a fait sauter. C'est une arme un peu particulière quand même. Il vous a pas. Et en plus, les Russes considèrent la Crimée bien plus que le Donbass comme désormais leur propriété. Mais il n'y a pas que ça. Quand vous voyez l'assassinat, il y a une quinzaine de jours, la tentative d'assassinat à côté de Moscou de cet intellectuel slavophile, nationaliste, qui aurait un temps inspiré le Kremlin. Il a sa voiture a été piégée. C'est sa fille qui est morte. Ça n'a pas suscité d'ailleurs, la mort de cette journaliste n'a pas suscité un mot de compassion de la presse française. Au contraire, on a tous considéré qu'elle l'avait bien cherché, puisqu'elle était elle-même très nationaliste. Et ça, c'est un attentat. On nous a aussitôt dit, c'est les services, un obscur règlement de compte entre services russes. Et puis on lit le New York Times, qui s'abreuve aux sources du renseignement américain, et qui est crédible, et qui 15 jours après n'a pas été démenti. Au contraire, il y a des détails qui sont tombés. Et on apprend que ce seraient les services ukrainiens qui l'ont fait dans le dos des services américains qui étaient furieux. Donc les services ukrainiens sont allés assassiner un intellectuel à Moscou, histoire de montrer qu'ils étaient capables de porter le fer. En tout cas, sa fille. Sur l'ennemi. Mais ça, c'est du terrorisme d'État, si je ne crois pas me tromper. Ajoutez à ça l'affaire du gazoduc. Ajoutez à ça
les bombardements de ce qui apporte l'électricité à la centrale de Zaporijjia et qui met en danger réellement la sécurité du réacteur. Ajoutez à ça un certain nombre de faits comme ça, vous comprenez bien que, effectivement, moi je crois tout à fait ce qu'a dit Emmanuel Macron, la guerre est en train, non pas de changer de nature, mais en tout cas, l'escalade est bien réelle. On va écouter Emmanuel Macron parce qu'il a effectivement, il était en déplacement en Mayenne aujourd'hui, il a estimé qu'on était à une bascule, il y a un changement dans la guerre qui est en train de s'opérer. On l'écoute. J'ai eu Volodymyr Zelensky ce matin au téléphone très longuement. Je tiendrai une réunion dès mon retour de Mayenne. J'aurai l'occasion de m'exprimer dans un cadre approprié. Évidemment, la France j'ai eu l'occasion de le faire ce matin, a condamné avec la plus grande fermeté les frappes délibérées de la Russie sur l'ensemble du territoire ukrainien et contre des civils, ce qui est un changement profond de la nature de cette guerre. Vous êtes d'accord, Patrick Martin-Geniez? C'est un changement dans la stratégie de... Je crois qu'on est à un tournant très important de cette guerre, en effet, où, à la suite de la destruction d'une partie de ce pont de Crimée, nous allons avoir une marche supplémentaire dans l'escalade de la violence. Là, manifestement, effectivement, c'est un tournant. Est-ce que pour autant, ça va modifier les rapports de force sur le terrain? Je n'en suis pas persuadé. Mais en tout cas, encore une fois, Vladimir Poutine a réuni son Conseil de sécurité aujourd'hui et il est bien décidé à continuer sa politique de terreur contre cette population, contre les installations. En réalité, il s'agit de mettre hors d'état de nuire, si j'ose dire, ou de fonctionner toutes les infrastructures indispensables au peuple ukrainien, alors que l'hiver se prépare et que si on continue, c'est véritablement une crise humanitaire à laquelle nous allons assister. Mais Général Clermont, vous n'êtes pas d'accord? Moi, je persiste à prendre. D'abord, on ne connaît pas l'impact des missiles. On ne sait pas quels sont les cibles qui ont été touchés. Ce qu'on voit, c'est des habitations civiles, c'est normal. On ne va pas montrer une centrale électrique. Mais je reste persuadé que c'est en défaisant d'abord l'armée ukrainienne que la Russie va gagner. C'est-à-dire que c'est pas en tirant des missiles un peu partout à travers l'Ukraine, parce que c'est grand l'Ukraine et que c'est très difficile et qu'il faut une véritable campagne de plusieurs mois, de plusieurs semaines de bombardements instantanéens pour vraiment neutraliser les installations critiques. Et c'est pas le cas. Là, il faut un coup, là. C'est une représaille, c'est 83 missiles. Peut-être demain, il y en a 60 et puis après-demain, il y en a 30. Donc on est plutôt dans une espèce de gestion d'une mini-crise qui finalement est la crise de l'humiliation du pont de Kerch, plutôt que d'une véritable changement de la guerre. Les Russes, s'ils tirent 83 missiles tous les jours, qui servent à pas grand-chose, dans pas longtemps, ils n'ont plus de missiles. Ça sera dommage, parce qu'ils en ont besoin quand même pour défaire le potentiel militaire des Ukrainiens. On ne le voit pas défaire le potentiel militaire des Ukrainiens. C'est ça la difficulté. Bien sûr. Vincent Hervouet, à l'instant, Joe Biden condamne la brutalité absolue des frappes russes en Ukraine et continue à jouer, évidemment, sa partition. Oui, mais le secrétaire général de l'ONU a dénoncé l'escalade inqualifiée, inacceptable de la guerre. L'Union européenne aussi s'est scandalisée. Mais la surenchère, si vous voulez, dans l'indignation, ça fait pas une politique. Moi, si vous parlez de Biden, la chose la plus impressionnante, moi, je trouve, c'est le fait que son conseiller à la sécurité ait noué langue avec le Kremlin et se soit rapproché des Russes pour avoir un canal de communication après ce discours assassin au vitriol de Vladimir Poutine. Ça veut dire qu'il y a quand même des gens sérieux qui essaient de maintenir un dialogue. Et c'est important parce que, vous savez, Joe Biden, il est lacunaire. Parfois il est là, parfois il n'est pas là. Son état de santé pose un réel problème. Alors, on se souvient que dans la crise de Cuba, quand il y a eu véritablement... On rentre, ça va faire 60 ans pile la semaine prochaine, à la fin de la semaine. 60 ans, ça a duré 8 jours. Et pendant ces 8 jours, s'il y a quelqu'un qui a eu un rôle décisif, c'est Kennedy. Parce que John Kennedy, contrairement à tous ses conseillers et à son établissement militaire, a voulu nouer le dialogue avec Khrouchtchev. Et s'il n'avait pas été là, ça n'aurait pas été fait. Eh bien, c'est important qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour essayer d'ouvrir une fenêtre. Ce que disait Kennedy, c'est qu'il fallait ouvrir une fenêtre pour que le tigre ne pas le laisser seul dans la pièce. On fait une petite pause. On continue ce débat passionnant dans un instant.